Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, ce nouveau Critflix, ce Critflix 2.0. On l'espère chaque semaine pouvoir vous faire le récap des news ciné et télé de la semaine, ce qui nous a semblé important. Et bien sûr, pour faire ça, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon acolyte de toujours, David. Comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien, ravi de me relancer dans une nouvelle saison de Critflix, avec plein de choses à vous dire déjà en ce début d'année 2025. Ah oui, complètement. Surtout que bon, voilà, vous pouvez déjà aller écouter ou voir les Critflix Awards sur Internet. Vous pouvez y avoir accès sur YouTube. On a également fait des émissions spéciales pour le programme de Noël où on vous dit les films qu'on a préférés, en tout cas qu'on aurait préféré voir pendant les vacances. Et voilà, il y a encore plein de choses. Et n'oubliez pas la matinale tous les mardis matins sur Twitch ou alors en replay sur YouTube et en podcast. Mais là n'est pas la question puisque aujourd'hui nous allons vous parler de news en règle générale. Mais comme on a l'habitude de ne pas faire comme les autres, on va commencer surtout par les recos. Cette semaine, David, qu'est-ce que tu as à recommander à nos auditeurs ? Alors moi, j'aimerais vous parler d'un documentaire qui existe qui est sorti en fin d'année dernière, que j'ai vu au mois de novembre, mais qui me trotte dans la tête depuis. C'est une série documentaire, pour être exact, qui vient de Canal+, série, et qui s'appelle Le syndrome de la Havane, menace sur l'Amérique. C'est un documentaire absolument passionnant. On voit vraiment que Canal+ met les gros moyens pour sortir des documentaires très très qualitatifs. Et donc ce documentaire, il raconte quelque chose qui a commencé en 2016 à La Havane, à Cuba, où des centaines de diplomates et espions américains, notamment de la CIA, ont été la cible d'une sorte d'étrange phénomène. Ils entendent un bruit strident, et ils ont eu l'association que leur boîte crânienne allait exploser. Et certains en gardent des séquelles irréversibles. Il y a certaines personnes qui ont perdu une partie de la vue, une partie de l'ouïe, certains des troubles de l'équilibre. Et c'est une vraie histoire, on pourrait se croire vraiment dans un roman d'espionnage, et c'est réel, et surtout ça va s'étendre, puisque plus tard les choses vont apparaître, ce type de symptômes vont apparaître aussi auprès de diplomates à Berlin, à Londres, Moscou, et même directement aux États-Unis, à Washington. Et donc c'est un documentaire absolument poignant, puisqu'on y suit l'histoire de plusieurs protagonistes qui sont tous très attachants. On y voit à quel point tout cela a été, comment dirais-je, au fil du temps, tout cela a évolué, notamment parce que la diplomatie n'a pas été la même. On commence en 2016 sous Obama, puis sous Trump, puis sous Biden, et donc c'est vraiment fascinant. C'est simple, hein, c'est seulement 4 épisodes qui font, alors j'ai plus exactement en tête la durée, mais c'est pas très très long. C'est 4 épisodes, c'est un documentaire français, mais un petit peu comme Emilia Pérez. On a l'impression, où c'est un film français, mais il y a rien de français dedans, entre guillemets, à part Ouais. dans le contenu, en tout cas. Et là, le documentaire, on est vraiment au plein cœur des États-Unis. Et vraiment, j'ai eu l'impression de regarder une série d'espionnage ou un épisode, peut-être pas d'X-Files parce qu'il y a rien de fantastique là-dedans, mais j'ai eu l'impression de voir quelque chose de cet ordre-là. C'est hyper addictif et c'est fascinant. 4 épisodes, ça s'appelle Le syndrome de la Havane, menace sur l'Amérique, et c'est diffusé sur la chaîne Canal+ Docs. Donc régulièrement dans la semaine, là je vois par exemple qu'au moment où on enregistre, c'est diffusé ce soir en deuxième partie de soirée, mais c'est disponible en replay sur MyCanal. Oui, voilà, et donc dans tous les cas, vous pouvez le regarder n'importe quand en version replay, quoi, si vous avez l'application. Ouais. Mais moi, ça m'intriguait depuis un moment, donc c'est bien, tu m'as encore plus donné envie d'aller y jeter un œil, je pense que je vais aller y regarder. Moi, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Families Like Ours, c'est également sur Canal, comme quoi, je vous promets, on n'est pas payé par Canal+, pour faire de la pub, mais voilà, c'est une série qui vient de sortir, qui a été financée par Canal+. J'en avais parlé un tout petit peu pendant les Critflix Awards, donc je vous en parle un petit peu plus maintenant. Ça a été fait par Thomas Wittenberg, c'est ce réalisateur danois qui avait fait Drunk à l'époque avec Mads Mikkelsen. Et ça se passe du coup au Danemark, et on y suit une famille et plusieurs personnes lors de l'évacuation du Danemark à cause d'une évacuation fictive à cause de la montée des eaux. Le Danemark se rend compte que bientôt il n'existera plus, et donc il décide politiquement d'évacuer en fait sa population. Et donc on va suivre une partie de la population qui est en train de préparer son départ, donc soit essayer de trouver du boulot à l'étranger, soit essayer de rassembler de l'argent avant qu'il n'y en ait plus. Et on voit aussi également des personnes qui ne pourront pas partir du Danemark, qui vont devoir faire partie d'un programme spécial de placement en fait des exilés dans certains pays d'Europe. Parfois ça peut être la France, parfois ça peut être des pays d'Europe de l'Est, etc., etc. Tout ça est complètement fictif, mais c'est très très bien fait. Et Thomas Wittenberg a tout de suite
rassurer les gens en disant que voilà, c'était pas possible pour l'instant, que c'était quand même impensable d'évacuer tout un pays, mais qu'en tout cas, lui, il voulait s'intéresser au côté familial et à tout ce que ça pouvait provoquer chez les gens comme stress. Et c'est hyper intense, c'est hyper intéressant. Je vous le conseille, ça s'appelle Families Like Ours. Il y a 2 épisodes par semaine tous les lundis. Donc pour l'instant, il y a 2 épisodes de sortie à l'heure où on vous parle. Et voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis sur les réseaux si vous avez déjà vu quelques épisodes ou si vous comptez regarder la série en entier. Maintenant qu'on a fait nos recours, on va pouvoir passer aux audiences, les audiences qui ont le plus marqué cette semaine. Quelles sont-elles, mon cher David ? Eh bien, rapidement, un retour sur les fêtes de fin d'année, sur les fêtes de Noël, avec plusieurs cartons d'audience, et notamment, ça fait plaisir, des films un petit peu anciens, à la Robin Hood, Robin des Bois, qui, le dimanche 29 décembre, le fameux jour, le David Day, le jour de la Saint-David, avec une très très belle audience pour Robin des Bois ce jour-là, puisque le film est sorti en tête des audiences, avec 3 140 000 téléspectateurs, devant les enquêtes de Vera et King seulement à la 3e position, le film avec le lionceau, sur France 2. Un carton d'audience aussi qui était un de mes coups de cœur dans les Critics Awards, c'est Panique au 31, qui a été diffusé le lundi 30 décembre sur TF1. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet unitaire, ce téléfilm avec plein de guest stars avec plein de sketchs parfois un peu inégal, je suis pas en train de vous dire que c'est parfait, mais personnellement ça m'a vraiment fait passer un bon moment. Ça s'appelle donc Panique au 31, et ça a fait 4,3 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même absolument énorme. Donc voilà, avec le cirque de Monte-Carlo en 2e sur France 3 et QI le Grand Est en 3e sur M6. Et en fait, je pense que Panique au 31 a aussi drainé beaucoup d'audience face à Zorro, puisque Zorro est tombé à 1,7 million en 2e semaine, et je pense que beaucoup de gens, peut-être pas fascinés par le Zorro de Jean Dujardin, se sont tournés plutôt vers la comédie de TF1. Un petit peu plus près de nous, le 31 décembre, avec le carton d'audience de la grande soirée du 31 sur France 2, 4 millions presque de téléspectateurs, avec un énorme pic en fin de soirée. Je pense qu'il y a énormément de gens, à mon avis, qui ont mis ça en fond pendant leur réveillon. C'est quand même le double de téléspectateurs de TF1 avec son grand bêtisier du 31. C'est dire le fossé qu'il y avait entre les deux. Je crois que tu as vu le grand bêtisier du 31 et que tu m'as dit que toi ça t'avait pas plu à outre mesure. C'est fou, mais une fois qu'on s'habitue aux émissions en direct, en fait, dès qu'on a un peu l'œil et qu'on capte qu'elle ne l'est pas, il y a quand même de la magie qui disparaît dans les fêtes du 31 qu'on pourrait mettre à la télé. Donc c'est vrai que France 2 a cette force de pouvoir proposer quelque chose en direct en même temps que toutes les autres personnes qui regardent la télévision, et ça fait quand même énormément la différence. C'est marrant parce que je me rappelle qu'à une époque t'aimais pas trop le direct, toi. Et je pense qu'on s'y fait vite en fait aux émissions style Starac ou choses comme ça où on sent qu'il y a de l'enjeu, etc., quoi. Alors là, le bêtisier du 31, c'était pas le cas du tout. Et on peut dire que M6 fête le 31, on avait dit l'année dernière que ça avait fait un peu flop. Et là, c'est encore le cas cette année, puisqu'ils sont seulement à 900 000 téléspectateurs. Alors que C8, avec le plus grand cabaret du monde, spécial Nouvel An, qui était une rediffusion, bien sûr, c'est pas, Patrick Sébastien fait plus d'émissions de télé, mais était quand même à 722 000, donc finalement vraiment pas loin d'M6 avec son émission inédite. Alors on peut pas les blâmer d'essayer de faire de l'inédit, mais c'est vrai que peut-être que si eux aussi tentaient le direct, mais à un autre endroit que France 2, ça pourrait peut-être marcher mieux, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Et puis alors ce qui est toujours marrant les soirs de réveillon, c'est qu'on sait qu'il y a moins de monde devant la télé, et d'aller voir les dernières chaînes du classement, c'est toujours amusant parce que là c'est vraiment les bas-fonds. Stuart Little 3 sur Sister, on est à 88 000 téléspectateurs. Oh la vache, Mais effectivement. Chéri 25 a réussi encore à faire moins, avec Snapped, les femmes tueuses, 60 000 téléspectateurs en même temps. Oh là là. Regardez un documentaire sur des femmes tueuses un soir du jour de l'an, de la Saint-Sylvestre, faut quand même avoir envie. Et dernière position pour la chaîne qui n'existera plus dans quelques semaines, Énergie 12, avec un concert, le Energy Music Tour à Toulouse, qui ne fait que 58 000 téléspectateurs. Donc c'est dire si on était quand même dans les bas-fonds. Ça confirme quand même la validation de l'Arcom de vouloir supprimer la chaîne. Autant sur C8 c'est la chaîne la plus puissante de la TNT et la plus regardée, donc on sait évidemment quelles sont les raisons sous-jacentes, mais on peut se dire quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui la regardaient, autant Énergie 12, c'est vrai que pratiquement jamais d'inédit, et voilà, ça peut se comprendre. Dimanche 5 janvier, premier duel du dimanche de 2025, on vous l'avait annoncé pendant le Critics de Noël, c'est la chute de Londres qui a tout raflé sur son passage. 4 200 000 téléspectateurs. Figurez-vous que je l'ai regardé sur TF1+, et j'avais oublié qu'il ne faisait qu'1h25 ce film. Et donc en plus c'était royal aussi, je pense, une veille de rentrée. Je pense qu'il y a des gens qui reprenaient le boulot, qui se sont dit, ça va pas finir trop tard.
et qui l'ont regardé. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt friand de ce genre de film, un peu nanardesque quand même, mais pas si nul que ça. Et moi, les scénarios comme ça, un petit peu catastrophe, mais avec un peu d'enjeu, puis Gerard Butler, je trouve que ça lui va très bien. Bah perso, en le revoyant, j'étais tout content. J'étais un peu comme un gosse, alors que je l'ai vu qu'une fois. Et attention, hein, ça reste un film moyen. Je suis pas en train de le mettre comme un coup de cœur, mais je comprends que, enfin, très souvent avec mes collègues, on en discutait, enseignants, de gens qui travaillent dans l'éducation nationale. Souvent, la rentrée, je sais pas comment l'ont vécu tes enfants, David, mais souvent la rentrée des vacances de Noël, c'est la plus dure de l'année. C'est presque plus dur que reprendre en septembre, parce qu'on a vécu plein de moments en famille, plein de moments cocooning, plein de moments proches, plein de moments moins individuels peut-être que dans d'autres vacances. Et je pense que finir les vacances en se vidant la tête avec la chute de Londres, bah finalement, il y a plein de gens qui ont dû kiffer pouvoir vivre ça. Ouais, c'est complètement ça, c'est exactement les bons mots. J'ai bien vu que les enfants avaient un peu de mal à retourner à l'école le lundi matin, donc forcément c'est le genre de film qui permet de se vider la tête. The Fableman, c'est seulement troisième avec 1,9 million. Mais on peut noter le très bon score d'Irréductible qui frôle le million, le film de Jérôme Commander sur W9. Alors peut-être qu'aussi Jérôme Commander est pas mal en ce moment dans l'actualité avec sa série sur Canal, mais en tout cas une sacrée belle audience. Les nouveaux, comment dirais-je, les nouveaux feuilletons du lundi soir sur TF1 et sur France 2, Erika est largement devant Rivage. 4 millions 2 pour Erika, 3 millions pour Rivage, qui est quand même pas mal du tout. Moi, j'ai lancé Rivage et voilà, j'avoue que je n'arrive pas vraiment à rentrer dedans. C'est quand même quelque chose d'assez... Le scénario est intéressant. L'idée de se dire, il y a quelque chose en mer qui brouille les sonars, il y a comme quelque chose de fantastique au large de la Manche qui se passe, mais malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de clichés dedans. Et c'est un petit peu dommage. Il y a plein de choses, voilà, qui sont pas forcément utiles. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Hier, j'ai commencé de lancer le 3e. Et je me suis dit, bof, non. Et c'est vrai que, ben, Erika, franchement, dans la bande-annonce, je trouvais que ça avait l'air assez bof. Et il paraît que c'est pas si mal que ça. Donc, affaire à suivre. Mais bon, ça peut être intéressant, sachant que, d'ailleurs, sur France 2, en deuxième partie de soirée, il y avait Noé, qu'ils avaient décidé de passer lundi soir. Un petit peu de cinéma. Et sur W9, à noter ce soir-là le carton de Red avec 1 million de téléspectateurs. Red, hein, le film d'action avec Bruce Willis. Rapidement, mardi soir, TF1 avait mis le 5e élément au programme. Et il a fait 3 135 000 téléspectateurs. Très loin devant France 2 et son documentaire sur Charlie Hebdo, qui a fait 1,4 million de téléspectateurs. The Island sur M6, 1 million 2. C'est juste derrière Poulet grillé pour le 5e élément sur TF1. Ce qui est marrant, c'est que le 5e élément sur TF1, c'est quand même très rare, puisque c'est France 2 qui avait les droits du film pendant des années, et là TF1 a tenté le coup de le diffuser un mardi, et en fait c'est vraiment la revanche de TF1 des vieux films des années 90. Ça me fait mal de dire vieux film avec années 90, hein. Mais quand on voit le carton de Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, Robin des Bois et le 5e élément, et ben je pense que ils sont au top, hein. Ça fait plaisir de voir TF1 investir entre guillemets dans ces films qui datent un petit peu et de voir le carton que c'est, en tout cas pour les gens qui sont très heureux de retrouver ces films. Alors dans l'interview qu'il nous avait accordé, Manuel Alduy, le responsable des films sur France Télé, parlait de films doudou, et je pense qu'il y a un peu de ça. Vraiment l'idée d'aller pouvoir se blottir contre un film, et donc c'est vraiment des scores intéressants. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les audiences de ces derniers jours. Et on a encore plein de choses à vous dire, donc on va essayer d'aller assez vite. On a des news, qu'elles soient ciné ou télévision. Et moi, je vais vous parler d'une chose qui est assez importante, vous en avez sûrement entendu parler, mais c'est les incendies qu'il y a en ce moment à Hollywood, et plus précisément, enfin à Los Angeles, et plus précisément à Hollywood et sur une partie de Malibu. Ça a détruit déjà pas mal de maisons de stars, hein. Vous pouvez aller voir sur Variety ou sur Hollywood Reporter, il y a pas mal de témoignages de stars hollywoodiennes qui ont perdu une partie de leur maison à cause de ces incendies qui ont de plus en plus de mal à contrôler les pompiers, et puis bien sûr les habitants de Los Angeles, hein, on y pense aussi. Mais je voulais surtout vous parler de ce que ça provoquait pour la télévision américaine, et peut-être pour nous, c'est qu'il y a pas mal de tournages qui ont été arrêtés à cause de ces incendies, puisque c'est non loin des studios les plus connus des États-Unis, et donc on a des séries comme Axe qui vient d'avoir le Golden Globes là, il y a quelques jours, qui a dû être arrêté, ainsi que Loot, une série Apple TV, ou encore la série Ted, vous savez la reprise en série de ce film avec l'ourson un petit peu vulgaire. Et on a aussi une série qui est assez connue des fans de Netflix, Suits, ce fameux duo d'avocats qui a eu ses beaux jours
sur Netflix. On a ici aussi Prime Video hein, qui a arrêté Fallout, le tournage de Fallout, sa saison 2. Et puis bon voilà, je pourrais vous citer encore une dizaine d'autres séries comme par exemple Grey's Anatomy ou encore Abbott Elementary ou ce genre de choses. Tout ça a été arrêté pour le moment, le temps que les incendies se calment et que les pompiers puissent maîtriser les feux. Et puis aussi dire qu'il y a des cérémonies qui étaient prévues à la télévision américaine, des cérémonies de récompense qui sont pour l'instant en attente mais qui risquent d'être annulées également puisqu'elles sont forcément tournées dans tous ces studios et ça risque forcément de créer du danger pour le public autant que pour les présentateurs et pour les acteurs qui seraient invités. Donc pour l'instant tout ça est mis en stand-by et les pauvres quand c'est pas les grèves forcément c'est les incendies qui viennent gêner les tournages de séries, c'est quand même pas de bol. C'est sûr, et puis les images sont très très impressionnantes hein, quand on les voit à la télé, c'est vrai que c'est assez dingue donc alors évidemment il y a plein de stars qui ont leur maison qui sont parties en fumée également et c'est quelque chose voilà qui m'a impressionné moi ce matin au réveil en voyant ça en regardant Bonjour sur TF1. Mais toi du côté télé, est-ce que tu aurais peut-être une bonne nouvelle à nous annoncer, peut-être un anniversaire? Eh bien oui, c'est les 1 an de TF1+, TF1+, qui est né le 8 janvier 2024 en même temps que Bonjour, alors on vous en avait largement parlé sur Critflix à l'époque. Et voilà, c'est 1 an et les chiffres sont assez impressionnants puisque TF1+ a communiqué il y a quelques jours tout un tas d'informations par rapport à cet anniversaire. TF1+, qui a engrangé un nombre très important cette première année de visiteurs. Hein. Cet été, et notamment sur le premier semestre de 2024, il y avait 33 millions de personnes qui étaient passées sur le service de streaming. À titre de comparaison, Netflix, c'est 12 millions d'abonnés. Alors évidemment, 33 millions, c'est parce que c'est gratuit, mais néanmoins, ça reste un énorme carton. Et pour fêter ça, TF1+ a lancé sur sa plateforme un spécial 1 an de TF1+, avec des programmes spéciaux, et notamment la mise à disposition de nouveaux programmes sur la plateforme, et c'est vraiment chouette. Je suis allé y faire un petit tour pour préparer tout ça, et donc ça s'appelle 1 an de plus, ça se fête, venez rejoindre la fête, et donc il y a d'abord les programmes avec les meilleures audiences de l'année dernière. Est-ce que, selon toi, quels peuvent être les programmes qui ont été choisis pour célébrer les 1 an de TF1+, David? Il y aura peut-être... Ouais, j'aurais envie de te dire la Star Academy, mais ça n'appartient qu'à moi. Mais sinon, peut-être un film style Avatar, quelque chose comme ça, non? Alors là, par contre, c'est uniquement les créations TF1. J'ai oublié de te dire qu'il n'y a pas de cinéma. Ah ça va être peut-être le premier épisode de Cat Size, des choses comme ça, non? Cat Size, malheureusement, a quitté TF1+. Ah mince, mais je pensais qu'ils auraient peut-être repris les droits du premier épisode pour... Oh là, c'est pas possible. Allez, je vais te dire un peu ce qu'il y a. Donc il y a Brocéliande, la série avec Nolwenn Leroy. Il y a la série Rivière perdue, aussi qui était sortie il y a quelques mois. Point de vue émission de télé, La Star Academy, Koh-Lanta, Secret Story, L'Agence. Point de vue série, on a aussi Panda, HPI. Et alors un peu plus ancien, mais ça a été un énorme carton au moment où TF1+ est sorti, c'est les frères Scott qui sont revenus comme ça par la grande porte, des documentaires comme Nikos en vrai, à l'ombre des lumières. Et donc ils ont créé aussi des catégories plus 1, puisque là c'est les 1 an de TF1+. D'ailleurs si vous allez sur TF1+, vous verrez que le logo du 1 est devenu une petite bougie. Et donc il y a soirée ciné avec son plus 1, et là c'est que des films et des comédies romantiques ou des films un peu cocooning. Donc vous avez Le Témoin amoureux avec Patrick Dempsey que j'ai vu l'autre fois que j'ai trouvé génial. Vous avez Mon Babysitter, vous avez Royal Affair, vous avez La Boom, vous avez L'étudiante, vous avez Les Super Flics de Miami, vous avez Last Christmas, vous avez Grand Central, vous avez Fanfan la Tulipe, vous avez également Le Chapeauté 2 qui est dans cette catégorie. Ensuite il y a donc ça c'est Soirée amoureuse avec son plus 1. Après il y a Les films à ne pas manquer avec son plus 1. Donc là vous avez la trilogie Fantomas. Vous avez en série Les Frères Scott, Gossip Girl, vous avez Starsky et Hutch, vous avez la saga Retour vers le futur, vous avez l'intégralité de Grey's Anatomy, vous avez Un gars, une fille, vous avez le Zorro version Alain Delon, vous avez l'intégralité de MacGyver, vous avez Plus belle la vie bien évidemment, l'intégralité de Columbo, de Charmed, de Madame est servie, d'Une nounou d'enfer, des experts, de Julie Lescaut, de Sous le soleil et du Destin de Lisa, rien que ça. Donc c'est quand même un sacré programme. Il y a les programmes à faire découvrir absolument à son plus 1, et là c'est plutôt des documentaires. On a Nora Hamzaoui en direct au Casino de Paris en spectacle, on a Le Convoi de l'extrême, Les Traqueurs de fantômes, vous avez
DJ Mehdi, vous avez le maître du jeu, évidemment, le programme qui a marqué. Ils ont aussi ajouté le Dune, mais le Dune de David Lynch, le spectacle de Pablo Mira, de Fabrice Lucchini, de Tom Villa, un documentaire exclusif sur Paul Watson et sa vie dans les océans, un spectacle de Florence Foresti, toute une série documentaire sur les mystères de l'univers. Vous avez également multitude de Stromae, une catégorie 365 jours de série, avec Good Doctor, avec Ici tout commence bien sûr, avec Léo Mattei, Master Crime, Je te promets, Les bracelets rouges, Demain nous appartient, Dr Bash, Mademoiselle Holmes, Section de recherche, Sam le remplaçant, Esprit criminel, Les feux de l'amour bien sûr, Commandant Saint-Barth, Joséphine Ange Gardien, Mercato, Le négociateur. Enfin bref, j'ai l'impression que je vais jamais arriver au bout. Une catégorie en attendant la prochaine saison qui vous propose de revoir The Voice, Panda, HPI, etc., etc. Donc voilà, c'est quand même, je sais pas si je pense que vous avez écouté ce que j'ai dit, mais c'est très dur de retenir tout ce que je vous ai dit tellement il y en a. Donc c'est vraiment super impressionnant. Vous avez Don't Worry Darling qui vient d'arriver sur la plateforme, ce film qui a été diffusé hier soir sur TF1 Série Film. Et puis point de vue quand même cinéma, c'est vrai que vous avez pas mal de choses avec notamment La Ligne verte qui était diffusée l'autre soir à la à la télévision du coup en deuxième partie de soirée. Vous avez évidemment comme je vous le disais La Chute de Londres qui d'ailleurs est dans le top des replays. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit tiens on va se poser pour revoir la Chute de Londres. Vraiment c'était une idée de génie. Il est quand même dans le top 5 des programmes les plus regardés sur TF1+. En cinéma, vous avez Roulet Jeunesse, vous avez Sonic le film, vous avez La vie est un enfleuve tranquille, vous avez Le Transporteur Héritage, vous avez Blacklight, vous avez Hook, Le Grand Restaurant, donc on l'a dit Le Chapeauté 2, vous avez Jumanji, Le Transporteur 2, vous avez toute la saga Sissi, les Jurassic World, les Retours vers le futur, comme je le disais, La Nouvelle Guerre des Boutons, bref, il y a quand même beaucoup de choses. Et à noter aussi que, point de vue animé, vous avez l'intégrale de Full Metal Alchemist, de Hunter x Hunter, de Demon Slayer, de Naruto Shippuden et Boruto, Inazuma Eleven et signé Cat Size. Donc, franchement, dis donc. Voilà, c'est pour dire que TF1 Plus fête ses 1 an en grande pompe, et on peut que saluer le truc parce que, pour le coup, pour avoir beaucoup utilisé la plateforme ces derniers temps, je peux vous dire qu'il y a beaucoup moins de pubs que sur Prime que je paye. Que sur Prime Video que je paye. Sans abonnement premium. Non, sans abonnement. Là, je vous ai listé uniquement ce qui est gratuit. En premium, vous avez comme différence le fait de pouvoir avoir la Starac en direct, par exemple, d'avoir les épisodes de Plus belle la vie ou des autres séries en avance, et de pas avoir de pub dans vos contenus. Mais là, je ne vous ai parlé que du contenu gratuit. Et c'est pour ça que je trouve ça assez incroyable. Ouais, dis donc, c'est une magnifique façon de commencer l'année à pas cher. Moi, je vais me projeter beaucoup plus loin, puisque je vais vous parler de cinéma, mais alors de cinéma certainement pas en 2025, mais quand même, l'annonce était assez importante, puisque vous le savez, en ce moment à Las Vegas, alors il n'y a pas d'incendie, donc du coup, c'est le CES, et donc c'est l'occasion pour les grandes marques de faire de la publicité pour les nouvelles technologies, mais aussi d'annoncer des choses comme par exemple Sony, qui a annoncé énormément de choses du côté des productions cinéma, dont la production d'un film de Horizon Zero Dawn. Donc voilà, beaucoup de fans de chez Sony qui connaissent ce jeu, qui est un jeu post-apocalyptique dans un univers où l'humanité est tombée un petit peu en décrépitude. Il ne reste plus grand-chose de notre civilisation, hormis ces fameux dinosaures mécaniques qui ont dominé la planète, et donc on suit Aloy, cette jeune femme qui tente de survivre dans cet univers dévasté, et donc Sony a décidé d'en faire un film en collaboration avec Columbia Pictures, qui est de toute façon un studio qui leur appartient. C'était eux d'ailleurs qui avaient produit Uncharted à l'époque. Donc voilà, ils ont annoncé qu'il allait y avoir un live action, donc un vrai film tiré du premier épisode de Horizon Zero Dawn. Donc on va suivre l'enfance et l'adolescence de Aloy dans cet univers post-apocalyptique rempli de robots animaux. Donc je pense que ça peut être très très sympa et rendre vraiment très très bien à l'écran. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas trop apprécié Uncharted et qui lui avaient trouvé plein de défauts. Moi j'avais trouvé que c'était un très bon divertissement, et c'est tout ce que je demande de toute façon à Sony et à ce genre de film, puisque quand on joue à ce genre de jeu, ce qu'on veut c'est également un très bon divertissement manette en main. Donc là je pense que ça sera l'occasion. Mais entre temps, Sony a également confirmé une adaptation de Helldivers 2, qui est un gros succès de jeu multijoueur. Ensuite également une adaptation de Ghost of Tsushima, mais cette fois-ci en animé. Donc voilà, ça sera repris par un des créateurs d'un épisode de Star Wars Vision, tu
sais, ces fameux courts-métrages qui étaient disponibles sur Disney Plus à l'époque, enfin qu'ils le sont toujours d'ailleurs. Il avait fait l'épisode qui s'appelait Duel, et donc ce sera ce monsieur qui va reprendre Ghost of Tsushima en animé, donc encore un jeu qui a eu énormément de succès sur PlayStation. Donc de belles choses à venir en 2025 et 2026 du côté de chez Sony sur grand et petit écran, donc ça combine un petit peu nos deux passions. J'ai hâte de voir tout ça au cinéma en tout cas. Et puis on va passer du côté de nouveau des audiences, mais une audience bien particulière, puisque tu vas nous parler du Big Deal. Ouais, j'ai volontairement omis, peut-être que certains l'auront remarqué, l'audience du jeudi 2 janvier. Oui, du jeudi 2 janvier. Ça aura été vraiment le carton énormissime pour le Big Deal sur RMC Story. Il faut quand même rappeler que RMC Story, c'est quand même une chaîne relativement, alors non pas confidentielle, mais c'est vrai que les audiences en général tournent à quelques centaines de milliers de téléspectateurs. Et c'est tout simplement le record de tous les temps pour la chaîne, puisque le Big Deal a fait 1 800 000 téléspectateurs en prime time. C'est simple, ils se sont placés troisième ex aequo avec France 3 et Le Temps des Secrets. Et surtout, seulement 40 000 téléspectateurs derrière TF1. Seulement 40 000 téléspectateurs. TF1, avec Doctor Strange, a fait 1 840 000, alors que le Big Deal a fait 1 800 000. Et d'ailleurs, tiens, ça peut être l'occasion de remarquer aussi, petite parenthèse, quand on dit que à la télé, souvent, le DCU Extended Universe est plus, comment dirais-je, porteur d'audience que Marvel, Wonder Woman était à 2,5 millions quand même, 700 000 téléspectateurs de plus que Doctor Strange, alors que Doctor Strange c'était que la 2 ou 3e fois qu'il le passait, Wonder Woman je crois qu'il c'était à la 4 ou la 5e. Donc Wonder Woman est vraiment devenu une vraie valeur sûre de TF1. Fin de la parenthèse. Mais en tout cas pour le Big Deal c'est absolument énormissime, et c'est vrai que ça risque forcément de baisser un tout petit peu, ce qui serait tout à fait normal, que ça baisse. Alors notamment parce que cette semaine déjà ça va passer le vendredi, c'est décalé du jeudi au vendredi, mais quand même ces audiences elles sont absolument hallucinantes, et c'est vrai qu'on a vu Vincent Lagaffe s'exprimer évidemment sur BFM TV, une chaîne du groupe RMC, et donc c'est vrai que Vincent Lagaffe, eh bien forcément il a mis un sacré tacle à Fabrice Bailly, qui est le directeur des programmes de TF1. Il est allé lui proposer le Big Deal il y a quelque temps, et il lui avait répondu, ah oui, il lui avait dit, Lagaffe, voilà, j'aimerais relancer le Big Deal sur TF1, mais un prime time de temps en temps, donc voilà, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, en événementiel le vendredi ou le samedi. Et Fabrice Bailly lui avait dit, ah ben c'est une excellente idée, je pense qu'on va le faire, par contre je veux changer le nom du jeu et surtout changer l'animateur. Et du coup bah forcément Lagaffe l'a très mal pris, et en fait RMC Story, moi je sais pas si tu l'as regardé le Big Deal d'ailleurs, le jeudi 2, David. Moi je l'ai regardé. Moi je l'ai regardé, et c'est vrai que moi qui regardais l'émission à l'époque, bah, c'était trop bien parce que c'était très proche de ce qui se faisait à l'époque. Vraiment, j'ai eu l'impression de vraiment revoir le Big Deal. Alors moi le Big Deal c'est une émission que j'aimais bien, mais ce qui m'avait beaucoup plus marqué à l'époque c'était L'Or à l'appel. C'était ce qui a duré 2 saisons avant le Big Deal. J'étais un petit peu moins fan du Big Deal par rapport à L'Or à l'appel, mais il n'empêche que je pense que RMC Story et Lagaffe ont compris exactement ce qu'attendaient les gens. C'est une émission nostalgique, mais qui ne change pas, parce que souvent quand on reprend Une famille en or, quand on reprend, en plus Une famille en or c'est pas le bon exemple parce que c'est pas ce qui a le plus changé, mais là Nagui qui va reprendre Interville mais qui modifie tout. Là vraiment, la mécanique est la même, les personnages sont les mêmes, les jeux sont pratiquement les mêmes, et en fait les gens ont pu se faire un vrai shot de nostalgie, que je trouve moi pour le coup vachement opportun par rapport à ce qu'on pourrait voir, parce que on dit toujours ah bah on a remasterisé le concept, ah bah on a changé plein de choses. Mais en fait je suis pas sûr que les gens aient envie de voir des choses qui sont complètement modifiées. Et là c'était un pur shot de nostalgie, et c'était super plaisant à regarder. Donc on va voir, là ça va passer le vendredi maintenant. On va voir ce que ça va donner. Et c'est vrai qu'en plus il y a eu Lagaffe, c'est contenu de faire un tacle, mais est-ce que tu sais qui est le responsable des chaînes aujourd'hui du groupe Altis, enfin CGE, CGM, enfin du groupe RMC, David? Est-ce que tu te souviens qui gère ces chaînes maintenant? Oui, c'est... j'ai plus son nom, le présentateur, enfin anciennement présentateur. Alors, tu penses peut-être à Fogiel, qui était le président de BFM TV, mais c'est pas à lui que je pensais. Vraiment, le directeur des chaînes. C'est un de nos copains dont on avait beaucoup parlé,
qui était un petit peu le président d'une autre chaîne concurrente. Ah, j'ai pas le nom, je suis désolé. C'est notre bon vieux Nicolas de Taverneau. Ah, mais oui, c'est vrai. Le président de Je suis bête. M6. C'est le Oh président là de là. M6. Ouais, c'est le président de M6. Et en fait, si tu veux, ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'il a fait un grand message sur les réseaux sociaux pour féliciter la gaffe, pour dire que c'était vraiment la fierté de RMC Découverte, etc., etc. Sauf que Oui. Vincent Lagaffe était allé lui proposer le retour du Big Deal sur M6 et qui lui avait dit que c'était absolument hors de question qu'il fasse ça. Et donc voilà. Aujourd'hui, il s'en réjouit, mais il l'avait refusé il y a quelque temps. Donc c'est une sacrée belle revanche. On va suivre la suite des audiences, mais j'ai envie de dire que voilà, au début, on parlait d'objectifs, alors je sais pas si c'était le cas exactement, mais autour de 500 000 téléspectateurs. Même si ça descend à 1,2 million, imaginons, hein, ce serait énormissime. Énormissime. Donc, en plus, il va y avoir des émissions spéciales, il va y avoir une émission spéciale 1998 où tous les candidats vont se rhabiller comme en 1998. Il y a plein d'émissions événementielles. Et donc, bon, la gaffe, par contre, je l'ai écouté l'autre jour sur RTL, avant le carton d'audience. Il a quand même dit qu'il a divisé son salaire par 5 par rapport à TF1 et que si jamais c'était un carton d'audience et qu'il y aurait une saison 2, là il allait demander un petit peu plus. Mais moi je suis même sûr que d'autres chaînes vont peut-être vouloir venir le chercher du coup. Et c'est vrai que la gaffe là il est plutôt en bisbille avec TF1, notamment avec ce Fabrice Bailly, mais il a toujours dit que TF1 était sa maison. On se rappelle, il avait fait strike sur C8 pendant une époque, mais il avait été viré de C8 parce qu'il avait dit que pour lui c'était qu'une passade, il voulait absolument revenir sur TF1. Alors je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, c'est un énorme carton et c'est une affaire à suivre dans les prochaines semaines en tout cas. Ouais, bah en tout cas bravo à lui pour ces audiences-là, et puis on espère en voir une suite. Je crois qu'il y a une trentaine d'épisodes qui ont été qui ont été tournés déjà, hein, je crois, c'est quelque chose comme ça. C'est 1 ou 2 épisodes par soirée. C'est un épisode, mais version longue. C'est plus long que le Big Deal de l'époque. Donc c'est diffusé, ça dure 70 minutes, donc ça fait 1h10 un épisode. Et ce qui est intéressant, c'est que le Big Deal avant c'était un access prime time, et du coup la gaffe a pensé aux personnes qui seraient frustrées de ne pas pouvoir voir le Big Deal en access prime time en mangeant comme à l'époque. Donc la rediffusion c'est tous les samedis à 19h à l'heure actuelle à l'heure de l'époque de l'émission. Ah oui, d'accord, ok. On va repasser du côté cinéma. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors normalement la mauvaise nouvelle vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas la bonne elle est sortie aujourd'hui. On est vraiment très content. C'est le comédien Abou Sangaré, tu sais, celui qui joue Suleiman dans l'histoire de Suleiman. Cet acteur qui n'avait pas de titre de séjour au moment où il a tourné dans le film. Eh bien on vient d'apprendre qu'il l'a eu. Ça y est, il a eu un titre de séjour. Il était apprenti mécanicien avant de commencer sa carrière avec Boris Login, donc dans le film Lojkin, pardon. Dans le film donc l'histoire de Suleiman qui racontait une partie de son histoire à lui et donc du coup voilà il a eu son titre de séjour, donc je voulais en parler parce que je trouve ça très chouette. Alors même si c'est toujours un petit peu bizarre de se dire que c'est grâce au succès du film qu'il a pu avoir son titre de séjour, ce qui est un petit peu frustrant, mais n'empêche que c'est quand même une bonne nouvelle pour lui. Et ensuite la mauvaise nouvelle, c'est la disparition de Benoît Alman, la voix entre autres, de Morgan Freeman. On l'a connu pour beaucoup de voix françaises ici en France, mais voilà, on n'a pas vraiment beaucoup de... Enfin, on est très triste de vous annoncer du coup la disparition de Benoît Alman, qui est mort à l'âge de 82 ans. Voilà, il a énormément fait de voix pour le jeu vidéo, et bon, bah, ça fait un petit peu bizarre de se dire que sur les prochains films de certains acteurs, bah, on devra avoir une autre voix en VF. Alors je sais pas toi si David ça te touche ces VF là, mais il me semble que tu es quand même très attaché aussi à la version française. Bah, je suis extrêmement attaché au VF et c'est une voix de plus qui s'en va. Benoît Alman, c'était une véritable légende. La voix de Morgan Freeman et de tout un tas d'autres acteurs, c'était Zeus dans Hercule. Mais voilà, moi je suis toujours hyper triste. On a perdu Alain Dorval il y a peu de temps, qui était le doubleur de Sylvester Stallone. Oui. Et effectivement, il paraît que ça fait très bizarre de regarder... j'ai oublié le nom de la série qui passait sur M6 là, où il joue le rôle d'un taulard qui est sorti et qui doit se réadapter, etc. Mais de plus l'entendre avec sa voix. Et c'est pareil, voilà, on a perdu Jacques France il y a quelques années, qui était le formidable doubleur de Sully dans Monstres et compagnie, enfin une voix que vous avez entendue 1 million de fois. Il était dans pratiquement tous les grands blockbusters. Je pense aussi à Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis, Med Hondo qui était la voix d'Eddie Murphy et de l'âne dans Shrek. Moi j'avais vraiment Patrick Béthune qui est mort jeune aussi, qui était le doubleur de Jack Bauer dans 24 heures chrono. Bref, Benoît Alman, là c'est vraiment une légende qui s'en va.
Et je suis vraiment très très triste de me dire que j'entendrai plus sa voix. Voilà, donc c'était un tout petit hommage à notre échelle à nous, mais il fallait aussi qu'on vous en parle. Pardon. Critflix, ce n'est pas que des bonnes nouvelles, mais en tout cas, c'est beaucoup de prédictions, puisqu'on va pouvoir passer au programme. Qu'est-ce qui nous attend comme programme important d'ici vendredi prochain? Eh bien, on va faire un petit tour lundi soir pour vous dire que le film de France 3, ce sera Les Jeunes Amants, un film inédit en clair, qui était sorti en 2021, je sais pas si tu en rappelles, avec Fanny Ardant et Melville Poupeau, qui raconte une histoire d'amour, on va dire, avec une différence d'âge assez importante. Et voilà, ce sera la toute première fois qu'il sera diffusé à la télé, et vous pourrez retrouver évidemment Raid 2 sur W9, TMC qui ne diffusait plus de films le lundi, là, pendant la période des fêtes, réattaque avec Expandable. Alors, c'est assez marrant de se dire qu'on va retrouver Raid 2 face à Expandable. Ça risque quand même d'être assez, comment dirais-je, électrique, puisque c'est un peu le même type de film. Et puisqu'on est dans les moments un peu chauds, eh bien, il y aura Volcano sur TF1 Série Film. Et ça, pour moi, Volcano, c'est vraiment un sacré souvenir, parce que je regardais ce film quand j'étais petit. Et c'est marrant, vraiment, TF1 qui joue à fond la carte de la nostalgie en ce moment. Mardi, on sera le 14 janvier, vous aurez du foot sur France 2 avec Marseille-Lille et surtout l'inauguration de la nouvelle case de TF1. Il semblerait que TF1 ait décidé qu'à la place de ces séries américaines, eh bien, tous les mardis soirs, dorénavant, il y aura des divertissements sur TF1. Ça commence le 14 janvier avec le grand concours, spécial pièce jaune. Le 21 janvier, on aura la grande soirée des 50 ans de TF1. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, il y aurait plus que des divertissements. Ils vont tenter le divertissement sur cette case, avec peut-être de temps en temps entrecoupé de films, comme on a pu avoir avec le 5e élément. Je sais pas quel est ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut marcher du divertissement le mardi soir sur TF1? Oh bah tu sais, nous à Critflix on est toujours pour la nouveauté, donc je vais te dire que oui, je suis quand même content. Et puis oui, effectivement, c'est une case qui est un petit peu mixte, hein, le mardi soir. Voilà, les enfants ont pas école le lendemain. Moi, je sais que les miens aiment beaucoup le divertissement quand il y en a à la télévision, que ce soit les concours ou les questions à poser au public. Donc ça peut avoir du succès effectivement. Ouais, ça, en tout cas, voilà, c'est ce qui est prévu. À noter que le film, on en parle souvent, un art et essai de Canal+, ce sera et plus si affinité avec Isabelle Carré et Bernard Campan, que personnellement je n'ai pas vu. Je sais pas si tu l'avais vu toi. Je sais même pas si on l'avait diffusé au cinéma. Pas sûr qu'on l'ait diffusé. Moi, je l'ai pas vu en tout cas. Sur C8, vous aurez Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, et sur TFX, un vrai petit coup de cœur pour moi, puisque ce sera Skyscraper avec Dwayne Johnson, et j'aime vraiment beaucoup ce film où il doit grimper au mur d'un gratte-ciel. Vraiment, c'est un de mes blockbusters de ces dernières années préférés. Et j'ai oublié de vous dire d'ailleurs une bonne ou pas bonne nouvelle, mais en tout cas, le lundi 13 janvier sur Gulli en prime time, il y a un téléfilm de Noël, ce qui tente à penser que on est reparti pour des téléfilms de Noël ad vitam aeternam toute l'année sur Gulli. Voilà, donc pour le mardi 14 janvier, mercredi 15 janvier, on va noter tout de suite une chose qui est très intéressante, c'est le téléfilm de l'après-midi sur TF1 qui s'appelle Ella in Paris. Tiens, ça vous dit quelque chose, hein? Ah bah tiens. Ça fait penser un petit peu à Emily in Paris. Et en fait, c'est un téléfilm qui, parce que évidemment, on n'est plus dans le mode téléfilm de Noël, hein, comme vous vous en doutez, mais on a des nouveaux téléfilms qui sont diffusés. Et c'est vrai que celui-là, finalement, ça fait un petit peu de bruit, puisque c'est un téléfilm américain, mais qui a aux accents français. Et c'est une actrice des frères Scott qui joue dedans. Je vais vous retrouver son nom tout de suite. C'est Bethany Joy Lenz. Alors moi j'ai jamais vu les frères Scott, hein, qui joue le rôle donc de Ella in Paris, qui est une américaine au bord du burn-out, qui décide de partir 2 semaines à Paris pour faire le point sur sa vie. Et contrairement au téléfilm dont je vous ai parlé l'autre jour de Noël, dans lequel il y avait des acteurs américains, et là il y a des Français, notamment Manon Azem et Stanley Weber, le fils de Jacques Weber, ce monstre du théâtre et du cinéma français. Et il paraît que c'est une comédie romantique très cool. Donc bon, j'imagine que ça va se finir comme un téléfilm de Noël, mais ça donne envie d'aller y jeter un petit coup d'œil. En tout cas, ce sera le mercredi 14 janvier. Le mercredi 15 janvier, pardon. L'événement quand même du mercredi, on en a parlé en off hier, et c'est pour ça que je vous en ai pas parlé avant dans les audiences, c'est que RMC Story a décidé d'inaugurer une case cinéma le mercredi soir. RMC Story, quand même, leur slogan, c'était la réalité plus forte que la fiction.
mais c'est une idée, encore une fois, de notre bon vieux Nicolas de Taverneau, qui pense que c'est une chaîne qui mérite d'avoir du cinéma. Et donc, c'est une case qui a été inaugurée hier soir, quand on enregistre, donc le mercredi 8 janvier, avec la diffusion du film Kong Skull Island. Alors, c'était un petit peu casse-gueule, quand même, parce que Kong Skull Island, il a été diffusé sur TFX juste avant Noël. Et sur les 24 chaînes de la TNT, David, à ton avis, à quelle place a terminé Kong Skull Island? La dernière fois qu'il a été diffusé? Non, là, sur RMC hier. Ah, À ton avis, qu'est-ce que ça a donné, cette première audience? Ah, je sais pas, je dirais 400 000. Alors, c'est un petit peu plus, c'est 545 000, ce qui place RMC Story quand même à la 6e place. Donc vous avez TF1, France 2, France 3, M6, Arte, et après c'est RMC Story. RMC Story est devant W9, devant C8, devant TFX, devant C-Star, devant France 5, devant Sister, devant TMC. Donc c'est franchement pas mal du tout. Ouais, c'est bien. À noter que la dernière fois qu'il a été diffusé, c'était vraiment il y a pas longtemps, hein, c'était sur TFX, et il avait fait 629 000 sur TFX. Donc finalement, il ne perd pas tant de téléspectateurs que ça. Donc voilà, moi quand j'ai vu les audiences ce matin, je me suis dit 545 000, c'est pas énorme. Et quand j'ai vu qu'en fait RMC Story était devant W9, TMC, C8, TFX, Sister, France 5, je me suis dit quand même c'est pas mal du tout. Et donc David, je vais essayer de te faire deviner le film qui sera diffusé mercredi prochain. Alors pour le coup, ce que je trouve vraiment qu'ils ont mis le paquet sur le cinéma et c'est très cool. Ils ont mis le paquet parce que Kong Skull Island déjà c'est pas rien. Et là le film qui passe mercredi prochain, il n'est pas très vieux, il n'a que quelques années et pourtant c'est déjà devenu presque un grand classique du cinéma. C'est vraiment un film un blockbuster on va dire, que même c'est un film de 2015 pardon, et c'est un blockbuster et un film à réessai. Il est hyper populaire et il est rare à la télévision. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Mais vois-tu de quelle idée il s'agit? 2015, je sais pas du tout. Plutôt action? Plutôt action, c'est la suite d'une trilogie qui date des années 80. Ah, des années 80. Sinon je t'aurais dit Matrix, mais Flic de Beverly Hills. Sinon, L'Arme Fatale? Non, ce sera Mad Max Fury Road. Oh, joli. Ouais, je trouve que c'est une jolie prise quand même hein, pour un deuxième carrément, film. carrément. Encore un film piqué à TF1. Ouais, alors je sais pas du tout quelles seront les audiences par contre. C'est vrai que c'est un film qui est pas forcément méga grand public, mais quand même, moi je trouve vraiment chouette qu'ils se soient risqués à diffuser ce film. Donc bon, affaire à suivre en tout cas. Ce sera le film qui sera diffusé donc sur RMC Story, chaîne numéro 23, la même chaîne que le Big Deal, hein, qui lui, je le rappelle, passe le vendredi. Ce sera donc mercredi prochain. Jeudi 16 janvier, vous allez avoir le retour de Panda sur TF1 avec les épisodes 3 et 4. Je sais que tu seras sans doute devant. Point de vue cinéma, vous aurez Menteur sur W9 avec Tarek Boudali. Pas terrible. Hein. Ouais, franchement, je l'avais vu ce film. il est pas fou, celui-là. Matrix Reloaded, puisqu'il y avait Matrix la semaine dernière sur TFX. Et puis Oblivion sur Sister, ce film que j'affectionne tout particulièrement. Et le vendredi 17 janvier, alors TF1 a déprogrammé Gladiators, hein, mais pour voir du cinéma, il faudra aller sur M6 qui diffuse Maléfique, suivi de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. C'est un programme presque qu'ils auraient pu laisser pour Noël. Mais surtout, David, ça me fait rire. Alors quand même, il y a Hot Shot sur Gulli. Alors c'est une comédie que je voyais quand j'étais petit, que j'ai du mal à imaginer sur Gulli. Mais surtout, David, ce qui nous intéresse, ça va être le film Box Office de Canal+ du vendredi 17 janvier. Et je peux te dire que c'est un film qui va te faire vachement plaisir. Tu l'as pas mis dans ton top des films l'autre jour, mais je pense que c'est quand même un des films qui aura marqué ton année 2024. Vraiment, je pense que c'est même le film qui aura marqué ton année 2024. Ah bah Le Comte de Monte Cristo. Non. Un film français, d'un réalisateur que tu adores plus que tout. Oh, ça va. T'es en train d'être ironique, je suis sûr. Ah non? Non, pas du tout. Ah bon? Ah non, pas du tout, vraiment. Français? Vraiment, oui. Ah, bah Emilia Pérez? Non. Ah, je sais pas. Eh ben, Nous les Leroy. Ah, mais oui, je suis bête. Oh, box-office, super. Ouais, soirée box-office avec Nous les Leroy. C'est vraiment le film mis en avant par Canal+. J'ai pas pensé avant, je suis bête. Mais je suis content de voir que ce soit, je l'ai pas vu moi, mais je suis content que ce soit le film mis en avant par Canal. Je me suis dit que ça allait te faire plaisir en tant que blockbuster et box-office, quoi. Ah, carrément. Merci, Canal. Et pour terminer, alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais pour terminer, je remonte le temps.
j'aimerais peut-être qu'on termine par le duel du dimanche soir, comme c'est quand même le Ouais, truc. Je me demandais pourquoi tu ne l'avais pas noté juste avant. Ok, très bien. Vous nous direz à l'écoute si vous préférez avoir du dimanche au vendredi, ou si vous préférez que je fasse du lundi au vendredi et que je termine par le duel à la fin. Parce que là, du coup, on remonte le temps, on remonte au 12 janvier, et sur TF1, alors, il continue de surfer sur la vague nostalgie, puisque c'est un film de 2004, un blockbuster qui avait cartonné à l'époque où il était sorti en salle, un blockbuster de 2004 de Roland Emmerich, David. De 2004 Armageddon, c'est plus vieux. Roland Emmerich. Ouais, mais alors là, c'est un film, je me rappelle, en France, à l'époque. Moi, j'étais allé Ah, le le voir. jour d'après, peut-être. Ouais, c'est ça. Ah, bien. Sur TF1, le jour d'après Ouais. Ils sont vraiment en mode nostalgie. Hein. Faut quand même que je vous donne une audience assez folle. La dernière diffusion du jour d'après sur TF1 en prime time, c'était en 2013. Mais il avait D'accord. fait 7 millions 3. Ah la vache. Et à l'époque, il y avait la TNT, il y avait tout. Hein. Bon, il y avait moins de plateformes, bien mais sûr. quand même 7 millions 3. Donc je pense qu'ils veulent retenter le coup. Alors moi, bon, bah voilà, aujourd'hui c'est un film que j'ai un peu oublié. Je l'avais vu au ciné à l'époque parce que tout le monde en parlait. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait quand même Chimène Badi qui avait sorti un CD de titres où elle chantait la BO du film. Ah, je me rappelle pas. Ça avait été un sacré événement à l'époque. Et donc voilà, le jour d'après, face à un film sur France 2. Alors moi, je l'avais vu en salle en 2019, je l'avais pas aimé du tout. Mais bon, pourquoi pas, avec Cécile de France, Audrey Lamy et Yolande Moreau, c'était Rebelle. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Ah oui, je me rappelle de ça. Une comédie, bon alors oui, c'était déjanté, ça m'avait un peu fait marrer, mais j'avais pas trouvé ça spécial, ouais. oufissime. Sur les autres chaînes, on aura Basic Instinct sur Arte avec Sharon Stone, La Vérité si je mens sur W9, Les Trois Frères sur TFX. Voilà pour un petit peu le programme cinéma de cette soirée. Alors je sais pas quels sont tes pronostics d'audience du coup. Oh bah ce sera sûrement le jour d'après, je pense. Hein. Rebelle, les gens, même malgré le casting, à mon avis, seront pas présents. Donc ça va être le jour d'après, c'est sûr. Et enfin, je terminerai avec le Creepy Monday du lundi 12 janvier, qui est Knock at the Cabin. C'est assez rare pour être signalé, puisque RTL9, lance un cycle Night Shyamalan. Et ce qui est assez surprenant, enfin, ce qui est chouette, c'est que du coup, ce sera sa première diffusion télé. C'est-à-dire que c'est RTL9 qui a acheté les droits de ce film, que personnellement, j'avais bien aimé à l'époque de sa sortie. Et même s'il est pas parfait, je trouve que c'est chouette de voir ce genre de film. Ouais, complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et voilà donc pour le programme de la semaine. Et bah super, et bah voilà une première émission déjà bien remplie, hein. On a un petit peu dépassé les pronostics de temps qu'on avait voulu faire, mais écoute, c'est pas grave, au moins on a pu dire ce qu'on avait à dire. J'espère que ce nouveau format vous plaît, alors on espère que vous commenterez, quelle que soit la plateforme où vous écoutez, que ce soit YouTube ou en podcast ou même sur les réseaux, n'hésitez pas à commenter ce nouveau format, à nous dire si vous aimez ça ou pas, et puis à nous dire s'il y a des choses à corriger, et puis en tout cas on essaye de se retrouver toutes les semaines, normalement le vendredi matin, pour que vous puissiez avoir et les audiences, et le programme, et les news de la semaine avec David. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, ou à mardi prochain si vous êtes avec nous en live le matin pour la matinale. À bientôt. Bonne soirée à tous, et bonne journée et à très vite.